Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder la thématique des aides à l'atout. Les aides à l'atout qui regroupent deux machines qu'on a à disposition, on va dire en France, sur prescription médicale, faites par un pneumologue. Et ces deux machines, pour faire simple, il y a le relaxateur de pression, Alpha 200, Alpha 300 ou Bird pour certains, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette appellation-là. Et de l'autre côté, vous avez le Cough Assist. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que ces machines-là, qu'on va détailler après, elles ne sont pas à opposer. Faut pas les cliver, c'est des machines qui sont complémentaires. Elles vont vraiment potentialiser les effets l'une de l'autre. D'accord ? Vous allez voir qu'à certains stades de l'avancée d'une pathologie, on peut des fois retrouver l'utilisation du relaxateur de pression, et puis à un moment donné le Cough Assist, ou des fois l'inverse, ou des fois les deux. On va devoir jongler un petit peu avec ces machines. Donc c'est vraiment le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut pas, voilà, il n'y en a pas une qui est supérieure par rapport à l'autre. Aujourd'hui, nous allons parler du relaxateur de pression. On va revoir un peu les indications. On verra dans la théorie du coup les objectifs un petit peu de cette machine-là, les contre-indications parce qu'il y en a quand même, et puis des fois les effets secondaires que la machine peut générer. On fera un peu de pratique, ce qui est le but aussi de la vidéo, c'est de vous montrer à quoi ressemble la machine, les réglages à mettre en place, et puis le consommable qu'on peut mettre à disposition pour les différentes pathologies qu'on peut rencontrer. Alors, les indications, donc, elles sont souvent, la plupart du temps, sur des patients neuromusculaires. Pourquoi sur le patient neuromusculaire? Parce que dans ces pathologies-là, on a souvent un déficit de force musculaire. On a soit du mal à faire rentrer de l'air dans le poumon, d'accord, parce que le diaphragme n'est pas assez vaillant, pas assez fort pour assurer un débit d'air dans les poumons du patient, ou alors il est fatigable. Soit c'est d'autres muscles, comme les muscles plus expiratoires, comme les abdominaux, qui seront peut-être plus du ressort du Cough Assist, on verra plus tard. Mais voilà, typiquement ces machines-là vont aider à assurer, à optimiser en fait la fonction respiratoire du patient en travaillant sur certains réglages, et c'est ça qu'on va rechercher, d'accord ? Les objectifs, ils sont multiples, mais on va vraiment recentrer sur 2-3. Le premier, ça va être d'optimiser la fonction respiratoire du patient. En faisant rentrer de l'air dans les poumons du patient, et indirectement, vous allez aussi mobiliser votre cage thoracique, d'accord ? Vous allez travailler votre ampliation thoracique, c'est un entretien articulaire. Donc ça, c'est intéressant, notamment en pédiatrie, quand on a des pathologies neuromusculaires telles la myopathie de Duchenne ou la myotrophie spinale infantile. C'est des sujets qui vont être qu'on appelle restrictifs. On est sur un syndrome restrictif parce qu'on a une pénibilité à faire rentrer du volume dans les poumons du patient. Et je dis toujours, quand on a un poumon qui ne s'ouvre pas, qui ne se déforme pas, c'est un poumon qui va se ratatiner, se condenser, et c'est un poumon qui a un risque d'infection bronchique. C'est pas ce qu'on recherche, nous thérapeutes. Donc du coup, on a ces machines-là qui vont pouvoir nous aider dans la vie de tous les jours, en autonomisant aussi les patients, parce qu'ils peuvent aussi le faire tout seul. Vous allez voir, on a certaines interfaces qui permettent aux patients de le faire tout seul. Voilà, retenez sur le premier objectif d'optimiser la fonction respiratoire, et cette mobilisation du thorax va vraiment être recherchée. Le deuxième objectif, à partir du moment où on fait rentrer de l'air dans les poumons du patient, on va pouvoir ouvrir certaines zones du poumon qui a tendance à se tasser, à se condenser. Et du coup, si ça se ferme, les sécrétions peuvent être propices à s'entasser au fond et du coup à s'infecter. Sur certaines pathologies neuromusculaires, des patients peuvent être alités. Et on le sait dans la littérature que les premières zones des poumons qui se condensent, qui s'atelectasient, l'atelectasie c'est une zone du poumon qui ne ventile pas, sans avoir pour l'instant la cause, mais c'est les parties postérieures ou les bases pulmonaires. Et la machine, qui est le relaxateur de pression, va vous permettre justement d'aller recruter un petit peu ces zones qui ne ventilent pas, de les ouvrir, et du coup d'assurer quand même un passage de l'air jusqu'au fond, et de permettre à l'air de bien passer et d'assurer des échanges gazeux du coup satisfaisants. Deuxième objectif. Le troisième, et c'est celui qui est aussi intéressant et qu'on a tendance des fois à oublier, c'est que ça va permettre de mobiliser les sécrétions. Quand on a des patients encombrés, on a tendance à faire un drainage bronchique, des fois manuel, avec différentes techniques qu'on a à notre disposition. Mais ces machines-là, le fait d'aller mettre du flux
de l'air dans les poumons du patient, eh ben, on va permettre de mobiliser les sécrétions. Et le drainage va se faire un peu mieux et on va gagner en temps de désencombrement. Voilà, parce qu'on a mis de l'air sous les sécrétions et on arrivera davantage à les mobiliser et à faciliter le désencombrement bronchique. Donc voilà, c'est les 3 grands objectifs de ces appareils-là, enfin de cet appareil-là, pardon. Il y a un intérêt clairement qui est préventif. Hein. Le patient neuromusculaire jeune, si régulièrement il fait ces séances de relaxateur de pression, qui sont des séances très agréables hein, par rapport au réglage qu'on va mettre en place, l'intérêt préventif est dans le sens où votre poumon il sera toujours ouvert. On entretient tout ça, on entretient l'ampliation thoracique. On a un patient qui sera peut-être à moins de risque de déformation thoracique. C'est ça aussi qu'on recherche notamment en pédiatrie, sur les myopathes notamment, dans l'évolution de la pathologie, notamment en phase de croissance. On a des patients qui vont s'enrouler hein, avec des scolioses, des kyphoscolioses, et du coup, sur cette déformation thoracique, le poumon en dessous va aussi se déformer. Et c'est pas ce qu'on recherche, parce que du coup, sur les EFR, quand on fait l'analyse du souffle, pour faire simple, on a des volumes qui vont être réduits, une capacité vitale réduite, et c'est pas rendre service aux patients. Donc du coup, c'est vraiment un entretien de ces volumes-là, et dans le préventif, c'est ça, c'est qu'on entretient les volumes, mais on permet aussi aux poumons de toujours bien s'ouvrir, et du coup d'éviter les complications pulmonaires. Le deuxième intérêt, il est curatif, clairement, je vous en parlais dans l'objectif du désencombrement. Quand vous avez des patients à certaines phases qui sont encombrés, et le fait d'aller mettre plus d'air sous les sécrétions va faciliter vraiment le drainage bronchique, et c'est ce qu'on va rechercher. Donc voilà, les indications, pathologie essentiellement neuromusculaire. Je rentrerai pas en détail sur une prise en charge hospitalière où des fois cet appareil, on peut le décliner sur des pathologies en gériatrie où le patient a un manque de force musculaire. Ça peut être intéressant des fois en partenariat avec le médecin, bien se renseigner aussi sur les indications et les contre-indications. Mais on peut se poser la question d'utiliser ces machines-là en gériatrie, en réanimation notamment. On a des patients qui sont alités, qui ont une perte de muscle, ou qui vont perdre du muscle en lien avec l'alitement sur de la sédation ou autre. Donc du coup, voilà, des séjours très prolongés en réa ou en pneumologie, ça peut être une indication de mise en place de relaxeur de pression. Parce que manuellement, nous kinés, on est balèze, on a les bras, mais on peut être heurté des fois. Je vous dis, voilà, un thorax il peut être très rigide. Donc aller faire une kiné respiratoire, par exemple sur un blessé médulaire, un patient paraplégique ou tétraplégique, qui rentre dans la famille du coup des syndromes restrictifs, parce qu'il va avoir du mal à faire entrer de l'air, il a une insuffisance diaphragmatique, s'il y a une lésion très très haute au niveau cervical par exemple, du coup nous manuellement on peut être limité. Cet appareil-là, le relaxeur de pression, va être intéressant parce que du coup on va mettre de l'air dans le poumon et ça va nous aider vraiment à désencombrer le patient en cas d'encombrement bronchique. Donc voilà l'intérêt qui est curatif. Au niveau des contre-indications, il y en a quelques-unes, c'est tout ce qui va tourner aux contre-indications de la pression positive. On va pas non plus mettre un masque sur un patient qui est claustrophobe ou en interface buccale sur un patient qui ne supporte pas d'avoir quelque chose sur le visage. Ça paraît un peu dérisoire, mais faut tenter, pourquoi pas. Des patients qui ont des troubles de la déglutition, des patients qui ont des reflux gastro-œsophagiens, des des hypersalivations, hein, le fait d'avoir un embout buccal dans la bouche, sur l'interface qu'on peut proposer des fois, il y a des patients qui vont hyper saliver, et ça c'est pas forcément très agréable, donc ça peut être une contre-indication, voilà, c'est à évaluer à chaque fois. J'en vois une, c'est la brèche pulmonaire, hein, le pneumothorax, qui est la contre-indication première au final. Si vous avez un patient qui a un pneumothorax, vous allez majorer ce pneumothorax, et c'est pas souhaité, quoi. Voilà, au niveau des contre-indications. Des effets secondaires, il y en a. Celui qui me vient en tête, c'est le ballonnement abdominal. Hein. On va mettre de l'air, certes, dans les poumons, mais on va aussi, des fois, faire passer un peu d'air dans le tuyau qui est juste derrière la trachée, qui est l'œsophage. Et l'œsophage, ça va au niveau de l'estomac, et on peut être un peu ballonné, donc c'est pas forcément très agréable. Donc voilà, c'est un des effets secondaires qu'on peut trouver. Par moment, vous avez certains pédiatres ou pneumologues qui peuvent prescrire aux patients une gaine abdominale qui va permettre de compenser, d'éviter en fait ce ballonnement, ou surtout qui va éviter d'avoir une compensation abdominale. D'accord ? Quand on va faire entrer de l'air dans le poumon, des fois on a
la sangle abdominale qui peut, comment dire, l'abdomen qui peut aller vers l'avant, c'est pas forcément recherché. Et si on veut avoir une répartition homogène de l'air, on va des fois mettre une gaine abdominale, une ceinture abdominale pour pallier à la compensation. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet appareil? On peut aussi rencontrer cette pathologie, enfin les autres pathologies, parce qu'on parlait de la pédiatrie, on parlait, même si je ne vais pas rentrer en détail sur le côté hospitalier, mais dans une prise en charge à domicile ordinaire, voilà, tous les syndromes restrictifs, hein, la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, où à certains stades de la pathologie, le patient va avoir une incapacité respiratoire et du coup, on va avoir une pénibilité à le drainer au niveau bronchique. Donc ces appareils-là, notamment récepteurs de pression, en guise de prévention, de mobilisation des volumes dans les poumons du patient, des séances à faire un petit peu tous les jours, on aura des patients qui vont peut-être rester stables sur leur kiné respiratoire. Une petite coupure, excusez-moi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, donc du coup l'indication première, même si de temps en temps on décline sur d'autres indications, c'est vraiment les pathologies neuromusculaires, d'accord, avec une incapacité à faire rentrer de l'air dans le poumon ou du coup les faire sortir. Mais sur le relâchateur de pression, alors pourquoi ça rentre aussi dans la famille des aides à l'atout? Eh ben parce que quand vous avez un déficit de tout, et ben vous êtes incapable de faire sortir les sécrétions. Le fait de mettre de l'air dans votre poumon, et ben vous allez avoir plus de force, plus de chances de pouvoir faire sortir ou de mobiliser les sécrétions bronchiques. Imaginez, par exemple, là je vais vous mimer un effort de tout. Un effort de tout, typiquement, sur un sujet qui est sain, il a un débit de pointe aux alentours de 550-600 litres minutes sur un adulte, on va dire. Ça fait ça, grossièrement. D'accord? Quand on est sur une pathologie neuromusculaire, on commence, c'est dans la littérature, hein, c'est ce que je vous raconte, on commence à se poser la question de la mise en place d'aide à l'atout aux alentours de 250 litres minutes. D'accord? Sachant que sur un patient neuromusculaire, quand il est en phase infectieuse, de la fièvre notamment, va pas être bienveillant et du coup on va avoir tendance à avoir ce débit de pointe à l'atout qui va chuter aux alentours de 160 litres minutes et 160 litres minutes c'est une force de tout qui fait ça. Voilà, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur la mobilisation des sécrétions, c'est plutôt compliqué. D'accord? Donc l'utilisation du relaxateur de pression là-dessus, eh ben, c'est d'essayer en amont de l'effort de tout, d'essayer de mettre de l'air à fond dans les poumons. Et du coup, on aura beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'élan pour pouvoir générer en fait un débit de pointe après expiratoire, sachant que vous allez voir, le cofascis va pouvoir aussi gérer cette étape-là hein, de débit expiratoire, de force explosive, grâce à cette machine-là, grâce au cofascis. D'accord? Voilà, relaxateur de pression, on en a terminé avec cette machine-là. Donc retenez 3 grands objectifs, d'optimiser la fonction respiratoire du patient, d'aller chercher les territoires qui ne s'ouvrent pas, qui ne se ventilent plus, d'accord? Parce que tout condensé, hein, peut-être en lien avec l'alitement aussi sur les pathologies neuromusculaires, ou alors en lien directement avec le syndrome restrictif, le fait que les muscles ne sont pas suffisamment forts pour aller ouvrir, on va dire, la cage thoracique et faire entrer de l'air dans les poumons du patient. Et le troisième objectif, c'était de bien mobiliser les sécrétions. Donc c'est une aide. Il n'y a pas que cette machine-là qui permet de mobiliser les sécrétions, mais du coup, voilà, sur des pathologies neuromusculaires, on va quand même bien s'aider cette machine-là. Et c'est quelque chose à avoir derrière la tête pour optimiser nos séances de kinésithérapie respiratoire. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la pratique. Et puis je vous dis à tout de suite.